Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Boucher, cofondateur de Merci Walter. Bonjour Antoine. Bonjour Eliane. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, première question, Antoine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Écoute, alors, je m'appelle Antoine Bouchet, je suis cofondateur de Merci Walter, donc une entreprise qui a pour vocation de commercialiser des produits en grand format, voilà, de promouvoir le grand format. Alors, mon parcours entrepreneurial, il y a peut-être pas comme tous les parcours entrepreneuriaux. J'ai commencé par le salariat pendant 6-7 ans dans plusieurs pays et avant enfin, sauter le pas et me lancer il y a 2 ans et demi dans la création de cette société. Voilà. Alors, comment est venue cette idée de créer en fait des grands formats pour l'eau, pour un peu tout le monde en fait finalement? Alors, ouais, nous, on va dire le principe fondamental, c'est de dire qu'aujourd'hui, une grosse part du plastique est consommé par les emballages. À peu près la moitié des plastiques produits le sont pour les emballages. Et finalement, les emballages représentent une grosse part des ordures au global et une grosse part en fait du CO2 émis dans le monde. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que la propension de CO2 liée au plastique emballage, c'est 10%. Et donc, si on considère que la moitié sont des emballages, voilà, on est à près de 50%. 5%. Et finalement, bon, on a pas mal de solutions aujourd'hui qui s'offrent à nous pour réduire cette consommation d'emballage. Voilà, consigne, d'autres formats, etc. Et en fait, nous, on est enfin, on a pris le parti de dire que, en fait, tout bêtement, on va déjà commencer par augmenter la taille des formats, et ce qui mécaniquement va réduire la part d'emballage en fait dans le consommateur. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de notre format, par exemple, eau en 10 litres, on diminue de 80, allez, 60, en fonction de ce qu'on remplace, hein, mais entre 75 et 85% la quantité de plastique consommée par litre d'eau. Donc, c'est pas du tout négligeable. À l'échelle d'un foyer, c'est énorme sur une année. À l'échelle d'une entreprise, c'est encore plus gros. Et puis finalement, ça reste quelque chose d'assez actionnable parce qu'on remplace des formats, voilà, bouteilles, plastique, etc., dont on avait l'habitude d'utiliser, enfin, qu'on avait l'habitude d'utiliser par des formats plus gros. Alors, ça demande un petit changement on va dire, d'utilisation, mais fondamentalement, voilà, le parcours du consommateur est pas trop altéré. Alors, finalement, une vocation sociétale au démarrage. Alors, qui est ton client favori, ton client idéal? Parce que tu nous as parlé du foyer, tu nous as parlé de l'entreprise. Comment est-ce que ça se passe? Alors, le client idéal, le client idéal, en fait, c'est le client qui nous achète. Pardon, le client idéal, c'est le client qui utilise nos solutions en entreprise et quand il rentre chez lui, l'utilise aussi chez lui. Ça, c'est le client idéal. Nous, c'est pour ça que dès le début, on a voulu avoir une offre et B2B et B2C, parce qu'on pense que finalement, c'est bien de faire des efforts, mais il faut que on puisse, on va dire, suivre ces efforts, dire du bureau jusqu'à la maison, quoi. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui, en fait, on adresse aussi bien les particuliers, donc dans des villes comme Paris, région parisienne, Lille, Nantes, Lyon, où on gère nous-mêmes en fait la distribution en fait au détail de nos produits, donc des cubes de 10 litres d'eau. Alors on va avoir bientôt des jus aussi en cubes. Euh, et puis sinon, sur un peu plus toute la France, parce que là, on peut livrer des palettes et des demi-palettes, on arrive du coup à adresser les entreprises, donc des bureaux, pas mal d'événementiels, quelques hôtels, on travaille avec des boîtes de production aussi. Enfin, voilà, on a un panel assez varié et finalement, à des gens qui veulent des solutions assez faciles et assez actionnables et voilà, qui sont ensemble assez satisfaits parce que c'est une manière facile et simple en fait de switcher d'un mode de consommation à un autre. Alors, tu parlais de livraison de palettes, effectivement, pour les entreprises et on va dire les institutionnels de façon générale, mais pour les particuliers, comment est-ce que ça se passe? C'est livré chez eux, en point relais? Comment est-ce que ça se déroule? Alors, pour les particuliers,
On livre sur le pas de porte. Enfin, faut vous dire qu'une livraison Walter, on va livrer 3, 4, 5 fois 10 litres. Donc, on parle de livraisons qui font près de 50 kilos, voire même plus hein, pour certains. Donc, nous, un des choix, en fait, dans notre proposition de valeur, c'était vraiment de proposer ça sur le pas de porte. Parce que si ça fait pas de sens, en fait, de le mettre en point relais, personne sera capable d'aller transporter du point relais. L'autre point important, c'est de dire qu'aujourd'hui, si on veut que tout ça ait un sens, donc c'est bien de réduire ses déchets, mais c'est aussi important de massifier sa livraison et de pas se faire livrer une unité par unité et de se faire livrer des grandes quantités par des grandes quantités, ce qui réduit les allers-retours. Donc c'est pour ça que nous, on préfère en fait proposer des livraisons pas de porte. Alors on a des livraisons avant 9h le matin, après 19h30 le soir, ce qui permet en fait de livrer peut-être même, enfin parfois, même, ouais, souvent de laisser en fait les produits devant la porte. Euh, voilà, avant de partir au bureau, vous les rentrez et c'est assez facile. On a voilà tout un système comme ça qui rend l'achat et la livraison assez fluide et qui finalement se passe assez bien et pour le consommateur finalement sont plus trop embêtants parce qu'on a souvent cette espèce de boulot au ventre quand on va se faire livrer un colis qui doit se faire livrer dans la journée, on ne sait pas quand, on ne sait pas si ça va être récupéré par le voisin ou si on a une gardienne, la gardienne, etc. Donc, non, nous, l'idée, c'était de dire, voilà, on propose des créneaux de 2 heures, on s'y tient, on propose pendant des créneaux où en général les gens sont encore chez eux avant de partir au bureau. Et puis comme ça, c'est assez fluide, assez facile et on va dire finalement assez bien accepté par le consommateur. Alors, comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que c'est un mode d'abonnement ou est-ce que si je veux tester, j'ai la possibilité de faire une première commande avant de me décider derrière sur des livraisons régulières? Alors, c'est assez fluide en fait. Enfin, pardon, pas fluide. En fait, on a le choix. C'est un site e-commerce assez classique hein, sur lequel vous pouvez acheter en une fois en one-off hein, comme n'importe quel site et sur lequel vous avez aussi l'option d'opter pour une récurrence sur le produit de votre choix. Donc, assez facile. Puis bon, ce qu'on appelle l'abonnement, après, vous pouvez l'arrêter à tout moment, le suspendre décaler la livraison. Enfin voilà, c'est assez flexible. On a vraiment zéro engagement. L'idée, c'est plutôt de proposer au client quelque chose qui voilà, lui évite d'avoir à se soucier du réachat de ses produits de base finalement. Parce que bon, aujourd'hui, on propose de l'eau. La consommation d'eau, on la connaît hein, quand on consomme de l'eau de source ou de l'eau minérale à la maison. Demain, les jus, c'est pareil hein, pour une famille. On sait qu'on consomme à peu près telle quantité de jus par semaine, par mois. Et puis après, le lait, etc., qui sont les prochains produits qu'on va lancer. Ce qu'il faut dire, c'est que nos produits, en fait, l'avantage du format en fait bag-in-box, un taux cubi, hein, c'est un peu différent du cubi de vin, mais dans l'esprit, c'est le même principe. On a jusqu'à 1 mois de consommation une fois le produit ouvert. Ce qui D'accord. veut dire que finalement, on réduit considérablement aussi le gaspillage. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, on achète un grand format, mais on a 1 mois pour le consommer, quoi. C'est plus rassurant. Même pour le lait, on dispose un Euh, mois pour le lait? oui, alors oui, parce qu'en fait, en UHT, à longue durée, oui. Alors, on conseille de le conserver au frais. Mais voilà. Après, les modalités de consommation du lait, on les affinera au moment du lancement. Au Mais moment du normalement, oui, lancement. on est aussi sur du 4 semaines enfin, sur le lait aussi. D'accord. Alors, merci pour ce développement futur que nous attendons avec impatience. Alors, on a parlé du contenant. Est-ce qu'on peut parler du produit qui est à l'intérieur? Où est-ce que vous vous approvisionnez? Quel est le type d'eau que je vais avoir quand je vais commander chez Merci Walter? Alors, on a aujourd'hui, en fait, l'idée de Walter, c'était en fait, on n'est pas minéralier, on n'est pas producteur de jus, enfin voilà, agriculteur. L'idée de Walter, c'était vraiment de proposer finalement une solution clé en main de packaging, commercialisation et distribution pour les producteurs. Et finalement, de proposer à les producteurs qui n'ont pas forcément accès à ce type de grand format, d'avoir une solution de grand format en fait pour proposer leurs produits. Et du coup, pour le consommateur, de pouvoir consommer des produits de qualité de producteurs. Alors
sélectionnés, hein, en fait, via des modes de consommation déjà assez modernes, parce que tout digital, livraison pas de porte, et dans un format en fait grand éco-responsable. Donc finalement, c'était de se positionner un peu comme un trait d'union entre producteurs et consommateurs. Et donc aujourd'hui, nous, le choix des producteurs est très important parce que du coup, c'est finalement aussi le gage d'une qualité, quoi. Donc aujourd'hui, pour l'eau, on travaille avec une entreprise qui en fait nous a accompagnés depuis le début, donc avec laquelle on est vraiment associés. Et enfin, on a de très bons rapports, donc Bonneval. Donc c'est une eau minérale de Savoie, donc voilà, qui se fait, enfin, qui est embouteillée au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Donc une eau assez minéralisée, millénaire, donc enfin voilà, assez qualitative. Donc une entreprise à mission qui utilise de l'énergie verte, etc. Et l'autre eau qu'on propose, donc c'est l'eau de Roche-Claire. Alors là, c'est une eau de source recommandée pour l'alimentation des nourrissons parce que enfin faiblement minéralisée, qui trouve sa source à près de 2000 mètres d'altitude aussi en Savoie. Donc là aussi, en fait, voilà, des eaux voilà, de grande qualité. Et là, sur la partie jus, donc on va travailler avec 5, 6 producteurs qui vont du coup être répartis un peu dans toute la France. Donc voilà, soit de l'agriculture biologique, voire même de la biodynamie pour certains, et puis d'autres plus petits qui ont plus de mal à remplir ces critères, mais qui du coup vont utiliser une agriculture locale, donc maîtrisée. Donc on voulait aussi mettre en avant, voilà, avec différentes tailles, mais voilà, en général des petits producteurs euh, avec des produits de très grande qualité. Voilà. Alors, quand on commande comme cela des contenants qui sont relativement grands, se pose la question de la manipulation. Est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites par Marcy Walter sur comment est-ce que on récupère finalement son produit? Est-ce qu'il y a un petit robinet? Comment ça se présente? Alors, ouais, alors c'est tout simple, hein, c'est exactement le même principe que les Cubi Bag-in-Box hein, que vous connaissez. Euh, on a du coup développé toute une suite d'accessoires en fait pour favoriser la consommation. Donc, on a des petits formats là, en jus 3 litres que vous pouvez mettre au frigo facilement, même les 5 litres. Et puis, sinon, pour les 5 aussi, et les 3 et les 10 litres surtout, on a des supports fontaines. Donc, on a deux modèles aujourd'hui, un modèle en PLA biosourcé. Donc, vous mettez votre euh, cube dessus, et puis vous en servez en fait comme d'une fontaine. Vous remplissez une carafe que vous mettez au frigo. Enfin voilà, ça vous fait un petit peu un dispensaire d'eau ou de jus. Et puis, on a un modèle en acier, donc beaucoup plus simplifié, mais assez robuste. Voilà, enfin, on a plusieurs designs, donc voilà, en fonction de ce que les gens aiment. On propose également, donc pour les professionnels, tout ce qui est co-cup, gourde, carafe, etc. Voilà, on a toute une suite du coup de produits pour avoir une solution en fait, enfin, pour pouvoir offrir une solution clé en main. Puis on travaille aussi sur d'autres modèles, donc par exemple une fontaine réfrigérée pour pouvoir mettre en fait nos recharges directement dans une fontaine qui est froide et qui maintient au froid en fait des produits comme de l'eau, du jus, du lait, voilà pour une utilisation soit à la maison ou soit voilà dans un hôtel, des lieux événementiels, etc. ou un bureau. Je vois que Merci Walter a pensé à énormément de choses. En tous les cas, il répond à toutes mes questions. Alors, du coup, je vais t'en poser sur le parcours entrepreneurial. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as dû apprendre au cours de la vie de Merci Walter et auquel tu ne t'attendais pas? Une surprise dans le monde entrepreneurial? Euh, alors Je dirais pas une surprise, mais une prise de conscience. En fait, il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites tâches. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt à tout faire. Voilà, du, des, de l'administratif, de la stratégie, de la compta, du commercial, etc. Enfin, finalement, en fait, on se rend compte que euh, il y a pas il y a pas enfin, quand je dis petites tâches, c'est-à-dire de tâches à faible valeur ajoutée, en fait, elles ont toutes leur valeur ajoutée. Je pense qu'après, c'est à l'entrepreneur, mais ça s'applique aussi à un manager, hein, de savoir jauger un petit peu de la valeur ajoutée de chaque tâche. Mais en tout cas, voilà, c'est important de négliger aucun aspect en fait du rôle parce que finalement tout a son importance.
bah voilà, le travail fourni, la production de manière de travail telle quelle, les attentions envers bah, les membres de l'équipe, l'administratif, la gestion de la relation avec des fournisseurs, avec des fournisseurs de services aussi. Enfin, voilà, tout est important en fait. Et je pense que ce qui est une des clés du succès en tout cas, c'est d'être capable de n'en négliger aucune et d'arriver finalement à apporter bah, le même niveau de, j'allais dire pas de perfectionnisme, mais on va dire d'attention en fait à toutes ces tâches différentes, bah, petites ou grosses d'ailleurs. Alors, tu disais tout à l'heure que vous vous aviez cofondé en fait à deux, merci Walter, si je ne m'abuse. Est-ce que c'était pour toi quelque chose d'évident de t'associer pour monter une entreprise? Est-ce que ça s'est fait par le biais d'une rencontre? C'est quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps? Comment... Alors, on est même presque, ouais, on est trois du coup, avec du coup des rôles un peu différents. Donc, un qui a apporté plutôt un soutien, on va dire, industriel, et puis stratégique aussi, hein. Et puis un autre un peu stratégique et surtout financier. Et en fait, bah, finalement, l'association, c'est la rencontre de plusieurs compétences. Et là, en l'occurrence, bah, ces compétences, c'est de la valeur ajoutée dans le projet. Donc, je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il y a très peu de projets finalement qui arrivent à se monter sans une association solide dès le début. Euh, ouais, moi je pense qu'on avance, enfin en tout cas on va plus loin à plusieurs, hein. Alors ça demande de faire des concessions. C'est pas toujours, on n'est pas toujours maître à bord, mais finalement c'est assez sain. Donc oui non, je suis assez content de ça et enfin dire, je dirais qu'il faut pas avoir peur enfin de s'associer d'ailleurs à une entreprise de base, hein, c'est Oui. pas une personne, hein, c'est plusieurs personnes, une équipe pareille. Et là, bah, la différence, c'est que les associés, c'est qu'il y a plusieurs personnes à la genèse du projet, mais je pense que c'est là où il y a le besoin en fait de plus de cerveau de valeur ajoutée. Donc non, c'est pas, voilà, c'est très positif. Alors, tu parlais d'équipe, et justement, je vais rebondir dessus. Quand vous avez commencé à vous développer, forcément, il y a dû y avoir des gens qui ont rejoint l'aventure. Est-ce que tu aurais une recommandation sur quel est le type de poste qu'il faut pourvoir au début et comment identifier la bonne personne? Alors, je pense que le type de poste, ça va vraiment dépendre en fait de l'entreprise, enfin du secteur d'activité, du business model. Euh, Moi, si j'ai deux conseils, le premier, c'est bah, de pas avoir peur d'aller chercher les gens avec un petit peu d'expérience. Voilà, de pas. Bon, finalement, c'est au démarrage, on a. Alors après, tout dépend aussi. Voilà, si on a des associés qui sont à plein temps dans le business ou pas. Dans mon cas, j'ai été le seul des associés en fait à vraiment plein temps sur le projet. Euh, je pense que voilà, pas avoir peur en fait. Euh, voilà, enfin, en fait, recruter, c'est finalement c'est investir dans quelqu'un qui sera capable en fait d'apporter de la valeur au projet. Euh, et finalement, pas faire l'économie bah, d'une rémunération correcte pour quelqu'un qui va fournir un travail important et qui va contribuer grandement en fait au démarrage de l'entreprise. Le démarrage, c'est un des moments les plus importants. Donc voilà, ce que j'ai un conseil, c'est faut pas lésiner et pas avoir peur de recruter quelqu'un de qualifié, enfin qualifié, qui remplit du coup les cases d'un point de vue compétence. Et puis le deuxième aspect très important, donc tout ce qui est hard skills c'est important, mais la partie soft skills elle est essentielle. Et donc en fait je dirais que à la fin c'est surtout du mindset. Voilà. Les bases, voilà, c'est important de s'entourer de personnes voilà, qui sont intelligentes, qui travaillent, etc. Et puis qui ont surtout vraiment un mindset en fait de se dire, ok, on accepte bah, le fait de faire un peu plein de types de tâches différentes qui sont pas forcément celles pour lesquelles on avait l'habitude enfin celles qu'on avait l'habitude de faire dans des plus grosses structures. Et voilà, pas avoir peur de se retrousser les manches. Donc voilà, le mindset important et pas faire l'économie d'un salaire au démarrage.
Oui, et je te rejoins complètement. Effectivement, les gens qui rejoignent une aventure doivent être alignés sur les valeurs et la mission de l'entreprise, mais avoir aussi la notion qu'ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Ils entrent dans une aventure et ils vont y contribuer à son bon développement et donc avoir une Ouais. montée en compétences qui va se faire, privilégier des soft skills ou hard skills qui, elles, peuvent s'apprendre avec plus ou moins de temps, mais peuvent s'apprendre. Ouais. Bah ouais, bah, je dirais qu'il y a un mindset à la base, quoi. Enfin, après, je pense que euh, si tout est aligné, enfin voilà, une entreprise, alors start-up, maintenant ils disent start-up pour des boîtes qui font 200 millions de chiffre d'affaires, donc je sais pas si ça a vraiment de sens, mais en tout cas des entreprises en démarrage, euh, la récompense c'est là parce que finalement en termes de montée en compétences, c'est assez surprenant finalement parce qu'on se retrouve à faire beaucoup de choses et par rapport à des jobs beaucoup plus cadrés, on apprend, enfin en tout cas voilà, le retour que j'ai moi dans mon équipe pour avoir recruté plusieurs personnes qui sont venues bah, de plus grosses structures, ou des très juniors et un peu plus seniors, et bah finalement c'est des gens qui aujourd'hui sont plus du tout les mêmes. Et on parle d'un an, hein, on parle pas de 10 ans, mais qui ont vraiment changé, qui voient en fait bah, leur job sous un prisme complètement différent, avec une vraie, en fait, un vrai recul entrepreneurial, c'est-à-dire se poser des questions, je sais pas, tout bêtement sur les coûts, sur bah, pourquoi on fait ça, quelle est la valeur ajoutée de ça. Et finalement, c'était des questions que dans les grosses structures, on va pas forcément se les poser, parce que là, on sait que c'est comme ça, on le fait bien, on le fait proprement, on respecte les process, les timings, mais finalement, on remet pas toujours en question, enfin, certaines activités. Et là, du coup, dans une petite boîte comme, enfin, en tout cas, une boîte en démarrage, on est obligé de toujours tout remettre en question et de vraiment comprendre en fait pourquoi on fait ça, quelle est la suite en fait, parce que là, du coup, voilà, tout est lié, tout est direct, toutes les remontées se font directement. Donc, voilà, moi, voilà, les quelques personnes vraiment sont transformés. Et là, moi j'ai un- quelqu'un qui est au début avec nous sur la partie un peu opérationnelle, avec un peu d'expérience, qui du coup s'est fait chasser après par une très très belle boîte et qui est parti il y a quelques semaines un peu à regret, mais voilà, on a de très 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 bons termes. Bah, je me revois au tout début, voilà, lui dire de venir. C'était un peu un saut pour lui et il est reparti. Bah, déjà, voilà, le job vers lequel il part aujourd'hui, il l'aurait pas eu avant et il l'a eu grâce à son expérience. Et il en est super content et clairement, en reparlant, il m'avait dit, bah, t'avais bien raison. Voilà, je vois vraiment les choses complètement différemment maintenant, quoi. Donc il y a un sorte d'éveil un peu qui se fait. Voilà, on n'est plus là, on peut plus se reposer sur une grosse structure. Si le job est pas fait, il y a personne d'autre qui va le faire. Et si on est malade, bah personne va le faire non plus. Donc en fait, c'est cette espèce de sans filet qui nous pousse en fait à se poser toutes les questions et qui rend le job super excitant. Et puis en fait, moi je dis souvent que c'est quand enfin voilà, faut se jeter à l'eau pour apprendre à nager. Mais c'est un peu ça en fait. Hein. C'est quand on est dans l'eau qu'on apprend vraiment à nager et qu'on se perfectionne. Alors effectivement, quand tu parles de courbe d'apprentissage, finalement, dans une structure qui est en démarrage, elle est juste phénoménale par rapport à celle d'un grand groupe où on est cantonné effectivement à la mission qui est la nôtre. Alors on va imaginer un Mais instant. Oui, pardon, ouais, excuse-moi. je vais juste dire, le grand groupe, il faut pas non plus le dénigrer parce qu'on apprend aussi d'autres choses. Pour être passé, moi, dans des grosses structures, on a une rigueur, on apprend voilà, une rigueur dans l'exécution, dans les reporting, dans les présentations, etc. Des communications claires parce que finalement, on est beaucoup d'intervenants, donc il faut que tout soit bien huilé. Donc il y a quand même, Ce enfin sont deux voilà, choses différentes, tout à fait. Ouais. exactement. Et nous, on a par exemple une personne qui est arrivée très jeune dans l'équipe, qui aujourd'hui, après un an, a appris du management, plein de choses, qui est voilà, quelqu'un de super. On a eu cette discussion justement où je lui ai même dit, bah, un jour, si tu veux basculer dans un grand groupe, je serai le premier à te faire une lettre de référence. Parce que voilà, si tu ressens ce besoin, il faudra que tu y ailles, il faudra que tu le fasses et ça sera bénéfique pour toi, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître les limites on va dire, en tant que manager, bah, je t'ai apporté suffisamment. Maintenant, si tu veux continuer, bah,
va voir ailleurs parce que c'est bénéfique pour toi, quoi. On doit l'accompagner pendant et puis surtout dans l'après, quoi. D'où l'importance d'avoir un projet de vie et de savoir ce que l'on veut faire de sa vie pour savoir Exactement. à quel moment se diriger vers société démarrant et puis à quel moment apprendre les process extrêmement structurés, Mm. effectivement, des grands groupes. Alors, on va imaginer un instant que je dispose d'une machine à remonter le temps et je t'embarque dans la machine. Donc, nous retrouvons à la sortie de cette machine Walter, adolescent. Walter, pardon, Antoine, adolescent. Je t'assimile à ton entreprise. Euh, Antoine adolescent et eh bien, il y a peut-être un conseil que tu aimerais lui donner et te donner du coup. Quel serait-il là? Alors, comment dire? Je suis pas bon pour cet exercice parce que c'est pas que je me remets pas en question, je me remets en question. Je pense que c'est une qualité très très importante hein, de remettre en question ses choix, ses façons de faire, etc. Alors pas tout le temps, il faut avoir un peu de certitude, mais je suis pas quelqu'un qui va se dire ah j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. En fait, j'avance et puis j'essaie de voir le positif un peu de partout. Je suis plutôt un optimiste. Donc, je suis assez content de tout ce que j'ai fait. J'aurais pu faire différemment. J'aurais pu, enfin, voilà, être aujourd'hui ailleurs. Ça aurait été une autre vie. Et j'aurais certainement été très heureux aussi. Donc, je, 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 en fait, je me donnerais juste les conseils que finalement je vais appliquer sans trop le savoir. Donc, je pense que le premier, ce qui est important, c'est de toujours être moteur. Quand je dis moteur, c'est pas monter une boîte, hein, mais je veux dire, être moteur, bah, si on recherche un job, bah, aller planter des graines de partout, privilégier le relationnel, dire oui, en fait, quand on a des opportunités, y aller, tester, etc. Parce que je pense que si on se bouge pas, en fait, bah, rien ne se Dans passe. l'action Je vais finalement. sortir, en fait, pardon? Être dans l'action finalement. Ne Voilà, pas être exactement, être dans spectateur de l'action. sa vie, mais être acteur en fait. Voilà, ouais, ouais, puis, mais l'action, c'est à plein de niveaux différents. Faut, enfin, je veux dire, c'est à plein de niveaux différents et finalement, c'est à la portée de tout le monde. J'ai un dicton de ma grand-mère qui est très importante pour moi qui me dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et, euh, et finalement, je trouve que c'est assez vrai parce que quand on est dans l'action, bah, ok, il peut se passer des trucs, on peut avoir des déconvenus, mais finalement, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose de positif. Alors, c'est très important dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on doit toujours être dans l'action pour faire avancer. Mais finalement, en fait, dans une vie, dans une carrière, bah, c'est super important aussi parce que, en fait, être dans l'action, on sait qu'on va générer quelque chose. Puis après, on a le choix. Et finalement, en fait, le plus important, je pense que c'est d'avoir le choix. Et ce choix, bah, on l'a si on a généré suffisamment d'opportunités, si on a été dans l'action. Donc voilà, le conseil que je me donnerais, j'ai toujours essayé d'être dans l'action. Alors il y a des moments où on y est un peu moins que d'autres, on a des moments où c'est les coups de bourre, comme on dit. Mais je pense que c'est important et finalement, bah, c'est ce qui fait que voilà, on se retrouve toujours dans des postures de choix. Et comme on a eu le choix, finalement, on est satisfait en fait de ce qu'on fait. Voilà, on oublie en fait le côté de dire ah j'aurais peut-être dû faire ci ça parce qu'en fait on se concentre sur la question du choix et finalement qui apporte une sorte de quiétude en se disant bah voilà j'ai eu le choix je suis allé là et après on y est à fond quoi. Oui puis du coup le deuxième conseil ça serait quand on fait quelque chose on le fait à fond. Il n'y a pas de truc à moitié euh, il n'y a pas de choses à moitié voilà c'est on a la période de décision on a décidé on y va et il faut pas Et on voilà, fonce. et on fonce. Ouais, voilà, faut y aller, sinon ça sert à rien. Et c'est là où on peut avoir des regrets. Et on peut vivre une vie à moitié et ça, c'est pas souhaitable. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Alors, une dernière question, Antoine. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Elle est vaste, celle-là, elle n'est pas obligatoirement très facile. Euh, euh, Ah oui, je t'avais dit qu'elle n'était pas obligatoirement très facile. non, non, qu'est-ce que je... Bah, de manière générale, non, c'est très difficile à poser. Bah, je sais pas, est-ce que je suis content du développement? Est-ce que je suis content du projet? Allez, Ouais, je sais pas tu trop. me Bon, sembles épanoui. Tu me sembles épanoui. Donc, non, non, mais alors on peut être épanoui dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours satisfait de ce qu'on fait. Euh,
pense que c'est important. Je pense qu'en tout cas, dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à gérer les frustrations parce que, enfin, il y en a beaucoup, voilà. Euh, il va y avoir des moments où le ratio, justement, action, implication et bah, finalement gain va être très faible, et d'autres où il va être démultiplié. Et en fait, il faut avoir savoir gérer la frustration parce que c'est dans la durée qu'on va vraiment voir en fait l'effort. Et je pense qu'un truc hyper important en y pensant, c'est savoir dire stop aussi. Alors c'est enfin c'est différent dans un job, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat, dans un projet entrepreneurial, c'est se fixer un petit peu des milestones, se dire bah voilà, là moi j'estimerais qu'à partir de ce moment-là, la boîte va marcher. C'est bien de s'entêter un peu, c'est bien de rien lâcher, mais voilà, il y a aussi parfois des moments où il faut se dire ok, ça marche pas, on arrête. Et ça peut être à l'échelle d'une entreprise hein, même. Hein, et finalement, ce que je dis toujours, c'est que l'entreprise, c'est plein de gens avec des talents, des compétences, etc. On les met au service d'un projet, enfin, on se met au service d'un projet. Et si on se rend compte finalement que le ratio d'investissement et de retour est pas intéressant, que la boîte pourra pas aller super loin, faut pas avoir peur de dire, OK, on réalloue et c'est valable dans des project management, dans des grands groupes, etc. On va utiliser cette ressource pour autre chose finalement. Donc voilà, faut pas avoir peur et je pense que finalement, c'est juste faire preuve de maturité professionnelle que de dire, ouais, OK, ça n'a pas marché, quoi. Mais en tout cas, être capable de dire pourquoi. Et ça, Oui. c'est important. Hein. La leçon que l'on en tire est fondamentale. Eh bien, Ouais. Antoine, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci du temps que tu nous as consacré. Je te souhaite une excellente journée, chers amis auditeurs. Je vous souhaite également une excellente journée. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Merci Antoine, bonne journée. Merci Eliane, bonne journée. Au revoir.